Il nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui notre dernière conférence d'une série de 3 organisée par Transplant Québec sous le thème de notre nouvelle campagne de sensibilisation « Ne gardez pas tout ça en dedans ». La présentation sera enregistrée et disponible pour ceux et celles qui voudront la revoir. Un lien vous sera acheminé par courriel à cet effet. La conférence durera environ 35 minutes. Une période de questions sera allouée à la fin de la présentation, donc n'hésitez surtout pas à nous soumettre vos questions tout au long de la présentation via la section « Questions et réponses » en bas de votre écran. Le sujet abordé ce midi porte sur la transplantation rénale. Comment réagissent les organes au stress du processus de don? Notre conférencière invitée est la Dr Isabelle Hood. Dr Hood est professeure agrégée de la Faculté de médecine de l'Université Laval et directrice de l'unité de transplantation rénale du CHU de Québec. Elle a complété sa formation en néphrologie à l'université, puis a ensuite complété 3 années de recherche en immunologie de la transplantation à Nantes. À son retour à Québec, elle a choisi de se consacrer à la transplantation clinique et à l'enseignement aux résidents. Dr Hood est aussi impliquée au sein de l'équipe de garde médicale pour Transplant Québec. Alors, Dr Hood, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir de me présenter aujourd'hui sur un sujet imposé, ce qui m'a aidé à trouver un sujet parce que ça fait des années que je présente à la semaine du don d'organes et c'est toujours un enjeu de trouver de quoi on va parler. Alors, donc aujourd'hui, je vous présente, je vais essayer de vous faire vivre un peu comment ça se passe une greffe rénale du côté du néphrologue qui doit prendre une décision par rapport à une offre de rein. Alors, donc, pour se mettre un peu dans l'ambiance, quelques cas cliniques. Donc, lundi matin, Annie vous appelle pour vous offrir un rein de 69 ans pour une receveuse de 63 ans qui est une patiente du Lac-Saint-Jean. Le prélèvement est prévu à Québec, à Montréal. Nous, on est à Québec, donc il va falloir que le rein s'en vienne. Il va falloir qu'il soit prélevé et qu'il s'en vienne. Donc, dans le meilleur des cas, le rein va arriver à l'Hôtel-Dieu de Québec 8 heures plus tard, dans le milieu de la nuit, et on prévoit la greffe au matin. Est-ce que cela pose un problème? Je vous pose la question. J'espère qu'à la fin de la présentation, vous saurez si ça pose ou pas un problème. Alors, à minuit, après le prélèvement, il y a une autre coordonnatrice qui vous appelle pour vous offrir le 2e rein du même donneur pour un receveur de 60 ans. Est-ce que ça pose un problème? Alors, on verra si ça ou non ça pose un problème. Et dans la même semaine, une 3e coordonnatrice vous appelle pour vous offrir un rein d'un donneur de 57 ans. Puis, on vous offre ce rein-là pour une de vos patientes qui est difficile à greffer parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'anticorps. Donc, c'est difficile de lui trouver un rein compatible. Ce donneur-là est un donneur qu'on appelle de type DDC. Vous allez voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne le savent pas. Et le prélèvement est prévu à Saskatoon. Pour les patients difficiles à greffer, on élargit le bassin de donneurs potentiels à l'ensemble du Canada. Alors, est-ce que ça pose un problème? Alors, les objectifs qu'on m'avait proposés, c'était que dans le contexte de la transplantation, quel est le stress et les impacts sur les organes lors du prélèvement? Comment organise-t-on le processus de transplantation et comment se déroule le suivi post-greffe? Malheureusement, le 3e objectif ne sera pas rencontré aujourd'hui. Ça pourra faire l'objet d'une présentation l'année prochaine. Déjà, les 2 premiers points ont suffisamment de viande en bon québécois pour qu'on puisse passer le temps de la présentation là-dessus. Donc, transplantation 101. Comment ça se passe? Pour avoir une greffe rénale, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord que Transplant Québec vous offre un donneur ou alors que vous ayez un donneur vivant. Il faut évaluer la compatibilité immunologique entre le donneur et le receveur et ça aussi, ça ne fera pas partie de la présentation d'aujourd'hui. C'est une présentation en soi. Il faut faire le prélèvement et procéder à la greffe. Donc, quand on parle de donneurs, il y a 2 grandes catégories de donneurs, les donneurs décédés et les donneurs vivants. Aujourd'hui, on va s'en tenir aux donneurs décédés. Dans les donneurs décédés, il y a les donneurs qui sont en décès neurologique, qu'on appelle aussi DDN, et les donneurs en décès cardio-circulatoire, qu'on appelle DDC. Dans 2 minutes, là, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Dans tous les cas, ces donneurs-là, oh là, c'est bien ce que je craignais. Voilà. Alors, attendez, il y a eu... Bon. Dans tous les cas, ces donneurs-là viennent habituellement du Québec. Parfois, ils viennent du reste du Canada, dans les cas pour les patients qui ont beaucoup d'anticorps. Régulièrement, les donneurs sont âgés
hypertendus, ont des conditions médicales qui ne sont pas nécessairement favorables avec la transplantation, mais qu'on considère en raison de la pénurie des organes. Alors vous avez une offre de rein par Transplant Québec à partir du moment où la réaction qu'on appelle le cross-match, donc la réaction à croiser entre le donneur et le receveur, montre qu'ils sont compatibles. À ce moment-là, on vous appelle pour vous faire une offre de rein. Évidemment, on ne vous appelle pas pour un rein qui n'est pas compatible. Donc, on vous appelle une fois qu'on sait que le rein est compatible au plan immunologique. Alors, ça, c'est la situation clinique 1 de tout à l'heure. Le rein qui est à Montréal, on vous appelle puis on vous dit, on vous l'offre pour votre patiente qui est au Lac-Saint-Jean. Ça vous laisse le temps de faire venir le receveur en attendant que le prélèvement se passe. Dans le deuxième scénario clinique, le cross-match a été fait, il est négatif, le prélèvement est fait, et là, parce qu'il y a un receveur à qui on a offert le rein, pour lequel on a pris la décision qu'on ne grefferait pas, là, on remet le rein en circulation et donc là, on vous l'offre à nouveau. Alors, on est dans la situation clinique 2, donc le rein est déjà prélevé, il y a déjà une période d'ischémie qui peut nuire à l'organe qui est en cours, et là, on vous l'offre, et là, donc, vous avez plus de temps, vous avez beaucoup moins de temps pour préparer votre receveur, qui n'est pas nécessairement dans l'hôpital proche ou à proximité. Donc, il peut être de plus loin. En l'occurrence, dans le cas que j'avais en tête, le receveur était de la Beauce, mais il n'est pas nécessairement, il pourrait être en Gaspésie, compte tenu que le bassin qu'on couvre à l'Hôtel-Dieu de Québec est très grand. Cette façon-là de faire était la façon qu'on utilisait il y a 10, 15, 20 ans. Puis grâce à un travail fait par Mme Carole Lebeau, qui était une coordonnatrice de Transplant Québec, qu'elle avait fait, le travail qu'on avait fait ensemble, on a changé un peu la culture de telle sorte que maintenant, on nous offre les reins à l'avance, avec le risque que au prélèvement, le rein ne soit pas comme on souhaiterait qu'il soit, mais au moins, on a le temps de préparer le patient, puis au pire, le patient va quitter l'hôpital sans avoir été greffé si on considère que le rein au prélèvement n'est pas utilisable. Donc, ça permet beaucoup de réduire l'ischémie, puis on va voir qu'il y a des avantages à ça. Alors, donc, ce qu'on souhaite, c'est la situation comme on la présente ici, un cross-match, une offre de rein, on prépare le receveur, il est prêt au moment où on fait le prélèvement. C'est la situation idéale. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait deux grandes catégories de donneurs décédés, les donneurs en DDN, les donneurs en DDC. Donc, donneur en décès neurologique, c'est un patient qui a un coma irréversible, qui est dépendant du respirateur et qui a des critères de décès basés sur des critères de décès neurologiques. On fait le prélèvement, ses fonctions vitales sont maintenues et l'arrêt de la circulation est provoqué par le prélèvement. C'est-à-dire au moment où on est prêt à prélever les organes, on fait l'arrêt cardiaque. Donc, les organes ont reçu du sang jusqu'à ce qu'ils soient refroidis pour être éventuellement transportés pour la transplantation ailleurs. Ça permet un prélèvement de jusqu'à 8 organes. Dans le cas du donneur après l'arrêt cardio-circulatoire, c'est un donneur qui n'a pas de décès neurologique. Il y a un drame médical qui fait que sa situation médicale n'est plus compatible avec la vie, mais il n'y a pas les critères pour qu'on le diagnostique en décès neurologique. Et pour un donneur décédé, il faut qu'on ait un diagnostic de décès pour être capable d'envisager le prélèvement. Donc, ici, comme le pronostic est sombre, les équipes de soins intensifs ont établi ça avec la famille, sont arrivés à la conclusion que les traitements étaient futiles. Et là, on a offert le processus de don d'organes et on envisage le retrait des traitements. Pour que le don d'organes soit possible, il faut que le retrait des traitements se fasse dans un environnement contrôlé, habituellement en salle d'opération. Et là, on retire les traitements qui gardent le patient en vie et éventuellement, il va évoluer vers l'arrêt cardiaque. Après l'arrêt cardiaque, donc on peut déclarer que le patient est décédé et là, on procède au prélèvement. Cette façon de faire-là fait que tous les organes ne peuvent pas être prélevés parce que certains organes sont plus sensibles que d'autres à l'ischémie qui s'installe quand on retire les traitements et qu'on ne peut pas refroidir les organes comme on le fait dans le DDN parce que le patient n'est pas décédé. Donc, si je vous montre ça visuellement pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc, vous avez un donneur en décès neurologique. Il est au bloc opératoire, il y a une bonne oxygénation tissulaire. Tout le long au début de la chirurgie, on dissèque les organes et au moment où on est prêt à faire le clampage pour prélever les organes et arrêter la circulation, on fait l'arrêt cardiaque. Donc, il y a eu une bonne oxygénation jusqu'à ce qu'on prélève les organes, puis là, on les met dans la glace pour les préserver jusqu'à ce qu'on fasse la greffe rénale, qu'on rétablisse la circulation et là, le sang revient. Donc, il y a une période, il n'y a
pas de période qu'on appelle ischémie chaude, comme on a dans la deuxième situation, qui est le donneur en décès cardio-circulatoire. Donc, vous avez quelqu'un qui a un drame incompatible avec la vie, il est amené en salle d'opération, on retire les traitements de support, et là, la pression commence à baisser, l'oxygénation est compromise, suffisamment pour qu'éventuellement, il y ait un arrêt cardio-circulatoire et qu'on soit capable de déclarer le décès. Là, pendant ce temps-là, les organes ne sont pas perfusés, mais le corps est à 37 degrés. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'ischémie chaude. Comme dans le scénario CIO, on va procéder au clampage de l'aorte et refroidir les organes. Là, ça devient de l'ischémie froide. Puis, de la même façon, on va débuter la greffe et remettre la circulation en contact. Donc, vous voyez qu'il y a une période ici d'ischémie chaude qui n'existe pas ici. Et on comprend bien qu'un organe qui est ischémique et qui est chaud souffre plus qu'un organe qui est ischémique alors qu'il est froid. Donc, si on revient à notre scénario avec notre ligne du temps, donc, le prélèvement a été fait à Montréal pour le scénario 1. Le rein est transporté et là, on attend pour le bloc opératoire pour la greffe. Dans un monde idéal, cette attente-là est le plus court possible pour qu'on soit capable de greffer avec le moins d'ischémie froide possible. Donc, on travaille beaucoup en ce sens-là pour raccourcir l'ischémie le plus possible. Ça, c'était le scénario pour un rein du Québec. Mais si vous avez un donneur qui vient de l'extérieur du Québec, comme notre donneur de Saskatoon, pour notre patiente qui a beaucoup d'anticorps, pour faire le cross-match ici, il nous faut des cellules du donneur et le sérum du receveur. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que dans le sérum du receveur, il y a des anticorps contre les cellules du donneur. Ça va bien parce qu'on partage les sérums dans les laboratoires d'histocompatibilité du Québec, mais vous comprendrez qu'on n'a pas envoyé du sérum de nos patients dans tous les laboratoires d'histocompatibilité du Canada. Donc, ici, on fait ce qu'on appelle un cross-match virtuel. Notre receveur qui a beaucoup d'anticorps, on a comparé tous ces anticorps qu'on a identifiés chez lui avec les antigènes du donneur, puis on se dit que sur papier, ils sont compatibles. C'est ce qu'on appelle un cross-match virtuel. On prend la liste des anticorps, on regarde la liste des antigènes, puis on se dit, il n'y a pas l'air d'avoir de réaction entre les deux. Là, on a fait ce cross-match virtuel. On fait ça pour tous les donneurs au Canada et pour tous les receveurs qui ont un haut taux d'anticorps qui sont difficiles à greffer. Donc, à chaque fois qu'il y a un donneur au Canada, on regarde s'il y a un receveur qui est potentiellement compatible. On nous a offert le rein, on a fait venir le receveur, puis on a fait le prélèvement à Saskatoon. Là, évidemment, Saskatoon, Québec, ça se fait en avion. Arrivé ici, on refait le vrai cross-match pour s'assurer que ce qu'on avait prédit sur papier, c'est bien ce qui se passe dans le tube, in vivo. Et là, on attend pour le bloc. Et règle générale, on essaie d'attendre le temps le plus court possible parce que là, il y a eu plusieurs épisodes ischémiques. C'est un receveur DDC, donc il y a eu un épisode d'ischémie ici, il y a un épisode d'ischémie froide ici, il y a une ischémie ici à cause de la reprise du cross-match et on attend pour le bloc. Quand on a fait les premiers cas, on avait l'impression qu'il pourrait y avoir à l'occasion une discordance entre le cross-match virtuel et le cross-match réel. Donc, par prudence, on envisage 2 receveurs potentiels pour ce genre de greffe-là. Le receveur qui est ciblé, qui est celui qui a beaucoup d'anticorps, mais aussi, on va prévoir un patient qui, lui, n'a pas d'anticorps et qui pourrait être facilement greffé. Parce que vous comprendrez que si le cross-match réel ici dit que le rein n'est pas compatible, le donneur n'est pas compatible avec le receveur, on ne retournera pas le rein à Saskatoon. Donc, il faut qu'on soit prêt à le greffer. Comme il y a déjà eu pas mal d'ischémie, on ne veut pas prolonger cette ischémie-là. Donc, il faut qu'on ait un plan B. Qu'est-ce qui va se passer si notre cross-match réel nous montre que le donneur et le receveur ne sont pas compatibles? Cet événement-là est rarissime, pour ne pas dire plus. Donc, on s'assure quand même d'avoir un plan B, mais c'est rare. Moi, je n'ai pas souvenir qu'on a eu besoin d'utiliser le plan B. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va prélever un rein? On parle d'ischémie depuis tout à l'heure. Donc, il y a l'ischémie qui vient avec le DDC, mais il y a aussi l'ischémie qui survient au moment où on prélève le rein. Donc, l'ischémie, c'est qu'il n'y a plus de sang qui se rend dans l'organe. L'organe n'est pas perfusé. On comprend que quand notre cœur n'est pas perfusé, on fait un infarctus. Quand nos orteils ne sont pas perfusés, ça gangrène. Donc, il arrive la même chose avec un rein.
Alors, au niveau intracellulaire, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plusieurs voies de signalisation qui sont mises en branle à cause de l'arrêt d'arrivée d'oxygène. On change on va fonctionner à ce qu'on appelle en anaérobie. Ça va générer de l'acidose, ça va dépléter les molécules d'ATP qui font fonctionner toutes les pompes cellulaires. Ça va augmenter la production de radicaux libres de l'oxygène et éventuellement, ça va endommager les cellules. Donc, grosso modo, l'ischémie, c'est dommageable pour les cellules. Après ça, bien là, le rein, il doit être conservé. C'est la période d'ischémie froide. Donc, le rein est prélevé, il va être greffé ici, mais entre-temps, il faut qu'il soit transporté et conservé. Alors, il est conservé. Ah, les animations, malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, je m'excuse, j'ai eu un petit problème de transfert de fond de diapositive. Donc, ici, il manque un bloc qui aurait montré que pour minimiser les dommages de l'ischémie, on conserve les organes à froid. C'est-à-dire qu'en refroidissant les organes, on baisse le métabolisme et on baisse les dommages cellulaires qui viennent avec le manque d'oxygène. On baisse les besoins, mais on ne les annule pas complètement. Donc, l'ischémie froide, ça protège, mais ça n'arrête pas les processus intracellulaires qui vont endommager les cellules. Après ça, on arrive à la greffe, où là, on reperfuse l'organe. Puis là, de reperfuser l'organe, ce n'est pas juste de renverser ce qui s'était passé au moment de l'ischémie, c'est que la reperfusion sur un organe ischémique va, elle aussi, endommager l'organe en augmentant encore plus les radicaux libres de l'oxygène, en augmentant le calcium intracellulaire. Ça active toutes sortes de processus intracellulaires qui vont eux aussi endommager la cellule. Donc, au prélèvement, avec l'ischémie et à la reperfusion, il y a des dommages qui peuvent atteindre les organes. Alors, et ces dommages-là vont aussi activer le système immunitaire, le système inné d'abord, puis éventuellement le reste du système immunitaire. Ça endommage les cellules endothéliales, ça entraîne des morts cellulaires, ça reprogramme les transcriptions de plusieurs gènes. Donc, au-delà de juste l'ischémie, ça va mettre en branle d'autres mécanismes. Alors, ça, c'est ce qui se passe au niveau de la cellule. Comment ça se traduit cliniquement, ça? Bien, quand on fait une greffe rénale, à court terme, ce qui peut se passer là, dans les heures qui suivent, ça se peut que le rein parte immédiatement. Ça se peut que le rein, c'est ce qu'on souhaite, ça se peut que le rein parte lentement, mais suffisamment pour que le patient n'ait pas besoin de dialyse. Ça se peut que le rein parte très lentement, puis là, on a besoin de dialyse pendant la première semaine ou pendant ou les semaines à venir. Donc, c'est ça qu'on appelle le retard de reprise de fonction quand on a un rein qui ne part pas puis qu'on a besoin de le dialyser en post-greffe immédiat, c'est le retard de reprise de fonction, excusez-moi. Et dans quelques malheureuses circonstances, le rein ne fonctionnera jamais. Alors, à court terme, qu'est-ce que ça donne, ça? Bien, quand vous êtes greffé et que votre rein ne fonctionne pas, bien, vous êtes encore en insuffisance rénale. Donc, vous avez toutes les complications associées à l'insuffisance rénale. Vous pouvez avoir des problèmes de potassium, des problèmes de surcharge de volume, des problèmes de phosphore, des problèmes de calcium, des problèmes d'hypertension. Tout ça n'est pas réglé parce que le rein ne fonctionne pas. Vous avez besoin de dialyse, puis peut-être que vous étiez en dialyse péritonéale, puis que vous n'avez pas de cathéter d'hémodialyse. Alors, à l'Hôtel-Dieu de Québec, nous, on enlève le cathéter de dialyse péritonéale. Donc, si vous avez besoin de suppléance rénale, ça va être de l'hémodialyse. Il faut vous mettre un cathéter. Il faut organiser ça. Évidemment, quand le rein ne fonctionne pas bien, on se pose des questions. On se dit, bon, pourquoi ça ne fonctionne pas bien? Est-ce que c'est juste un retard de reprise de fonction lié à l'ischémie ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc, on va faire plus d'examens radiologiques. Ça se peut qu'on fasse des biopsies. On va manipuler l'immunosuppression pour essayer de baisser notre médication qui est en partie néphrotoxique. On vient de voir que ça augmente le risque de rejet. Ça aussi, ça va augmenter le nombre d'examens. Forcément, ça prolonge le séjour hospitalier. Quand un rein fonctionne bien et que le patient a une créatinine à 90 à la 5e ou la 6e journée, bien, il va quitter l'hôpital plus vite que s'il y a encore 700 à la 10e journée. Ces séjours-là qui se prolongent, ça entraîne un déconditionnement du receveur. Avec les conditions socio-sanitaires qu'on a actuellement, les patients sont littéralement confinés à leur chambre, ne peuvent pas marcher. On leur donne des stéroïdes comme immunosuppresseurs, donc ça augmente la myopathie stéroïdienne. Donc, ça vient avec des complications qui sont liées juste au fait d'avoir un séjour hospitalier qui se prolonge. Et forcément, ça augmente les coûts. Chaque journée d'hospitalisation coûte une fortune.
Alors, ça, c'est pour les conditions, c'est ce qui se passe à court terme. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que ce retard de reprise de fonction-là va arriver. Il y a le dommage ischémique, mais le dommage ischémique, il n'y a pas les mêmes répercussions pour tout le monde. Ça dépend du receveur, ça dépend du type de donneur, ça dépend de l'âge du donneur, ça dépend des comorbidités du donneur. Puis parmi les types de donneurs, bien, on voit qu'il y a des différences importantes. Alors, si vous avez un donneur standard, c'est-à-dire le beau donneur, là, il y a à peu près une chance sur 5 qu'il y ait un retard de reprise de fonction. Si vous avez un donneur à critères étendus, c'est-à-dire un donneur qui est plus âgé, qui a des conditions cardiovasculaires préalables au prélèvement, bien, lui, il a plus de chances d'avoir un retard de reprise de fonction. Si vous faites le prélèvement après l'arrêt cardio-circulatoire à cause des dommages d'ischémie chaude et du processus de décès, il y a encore plus de chances. Et si vous combinez le DDC avec le donneur à critères étendus, bien là, vous avez encore plus qu'une chance sur 2 qu'il y ait un retard de reprise de fonction. Et parmi ces, il y a aussi des facteurs qui viennent avec la procédure qui peut influencer le retard de reprise de fonction. Puis dans tout ce qu'on a ici, là, il n'y a pas grand-chose qui est modifiable. Quand on nous offre un rein pour un receveur, bien, le donneur, on ne peut pas le changer, le receveur, on ne peut pas le changer. C'est ce donneur-là qu'on nous offre pour ce receveur-là. Ce qu'on peut changer, c'est la durée de l'ischémie froide. Ça peut influencer le devenir de la greffe. Alors, dans toutes les études, l'âge et la durée de l'ischémie froide sont des éléments très, très importants, des facteurs de risque majeurs pour le retard de reprise de fonction, à un point tel que le programme Eurotransplant, qui est le programme qui gère la transplantation pour le nord de l'Europe, est conçu pour minimiser l'ischémie froide chez le donneur âgé, même au détriment de la compatibilité immunologique, parce qu'on se dit que plus on greffe rapidement, meilleurs sont les résultats. Puis même si, au point de vue HLA, ce n'est pas si significatif que ça, on pense que l'ischémie a plus d'importance. Dans la littérature américaine, bien, on voit que ça tient la route, au moins que la durée d'ischémie influence. Alors, si on compare avec une ischémie froide de moins de 12 heures, quand vous avez entre 12 et 15 heures d'ischémie, votre risque de retard de reprise de fonction est de 1,2. Ça veut dire 20 de plus. Si vous doublez la durée d'ischémie, donc si vous montez ça à 24 heures, bien là, vous avez 70 de plus de risque de retard de reprise de fonction. Dans ce papier-là récent américain, bien, on voit que le retard de fonction, le risque augmente en fonction de la durée de l'ischémie, donc moins de 12 heures ou plus que 24 heures. Vous voyez que ça augmente de façon linéaire. Par contre, les différentes courbes représentent l'âge des donneurs, 30 ans, 30, 40, 45, 65, plus que 65. Et on voit ici dans ce graphique-là qu'il n'y a pas l'air d'avoir de différence en fonction de l'âge du donneur, ce qui n'est pas ce qu'on perçoit ou ce qu'on appréhende en clinique. En clinique, on a vraiment l'impression qu'il y a une combinaison entre l'âge du donneur et la durée de l'ischémie qui fait que c'est plus néfaste. Alors, pourquoi ce papier-là américain sur 90 000 patients ne montre pas ça? Mais il faut peut-être comprendre un peu qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Les Américains publient beaucoup. Il y a beaucoup de littérature américaine, mais il y a des biais qui viennent avec la façon de travailler des Américains. Alors, les donneurs sont beaucoup plus jeunes aux États-Unis si on compare à l'Europe. Alors, je n'ai pas été capable de trouver les âges moyens ou médians des donneurs, mais j'ai trouvé la proportion des donneurs de plus de 55 ans. Donc, aux États-Unis, 25 des donneurs ont plus de 55 ans, alors que c'est 47 des donneurs qui ont plus de 55 ans dans le programme Eurotransplant, et au Québec, c'est 50. Donc, nous, on a parmi les donneurs qu'on utilise, là, on a 2 fois plus de donneurs de plus de 55 ans que les Américains. Ça vient du fait que le taux de refus et de non-utilisation des reins aux États-Unis est très important. 42 des reins des donneurs de plus de 50 ans ne sont pas transplantés aux États-Unis. Donc, les reins sont prélevés, puis on les offre aux centres américains, puis ils disent non, merci, ça ne m'intéresse pas. Alors, donc, ce qui fait que les reins qui ont été utilisés ici, c'est vraiment des beaux reins. C'est vraiment des beaux donneurs. Dans cette courbe-là, les donneurs de plus de 65 ans, à mon avis, c'est juste des très beaux donneurs. Puis c'est pour ça qu'on ne met pas en évidence de risque avec l'âge, alors que nous, on voit ça. Alors, donc, ça, c'est la particularité américaine, puis il faut s'en souvenir parce que la littérature américaine est très abondante.
Donc, si on résume, là, on a parlé de l'effet de l'ischémie puis de l'ischémie froide sur ce qui va se passer à court terme. Est-ce que ça donne quelque chose à long terme? Est-ce que c'est juste un problème du court terme, puis à long terme, il n'y a pas d'influence? Ça, c'est une relation qui est très complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui influencent la survenue du retard de reprise de fonction, comme je vous l'ai montré. Mais il y a aussi qu'il y a un très long délai entre ce qui se passe à la greffe puis la perte de greffon qui peut survenir 15, 20, 25 ans plus tard. Donc, est-ce qu'on est capable vraiment d'identifier qu'il y a un lien entre ça et quelque chose qui arrive 25 ans plus tard? Alors, les Américains, encore une fois, se sont intéressés à ça. Alors, eux, ils ont des très gros registres qui sont étudiés par toutes sortes de monde, un peu partout dans le monde, qui ont accès à leurs données. Alors là, ils ont regardé, une façon de regarder les données, c'est les paires de reins. Donc, vous prenez des donneurs dont les 2 reins ont été transplantés. Un rein a fait un retard de reprise de fonction et l'autre rein n'a pas fait de retard de reprise de fonction. Ça fait comme une espèce de randomisation sur le donneur. Un rein va de chaque côté, avec ou pas un retard de reprise de fonction. Donc, ils ont regardé 18 000 paires sur une longue période de temps et ils arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de différence de survie. Donc, si on compare le donneur standard en DDN, le donneur à critères étendus en DDN ou le donneur standard en DDC, on voit que plus l'ischémie froide est longue, donc le donneur dans la paire qui a la plus longue ischémie, il y a plus de retard de reprise de fonction que celui qui a l'ischémie la plus courte, mais ça ne se traduit pas par un risque augmenté sur la perte du greffon à long terme. Encore une fois, aux États-Unis, une étude de registre, une étude de paires, un nombre comparable de paires, une période comparable, et eux, ils arrivent à la conclusion qu'il y a une différence de survie. Donc, il y a clairement des méthodologies statistiques qui font que quand on analyse à peu près la même affaire dans le même registre, on ne conclut pas à la même chose. Donc, visuellement, si on regarde ça, bien, ça, c'est la perte de greffon. C'est celui qui n'a pas de retard de reprise de fonction et le rein qui a un retard de reprise de fonction. Je pense qu'on est capable d'apprécier qu'il y a une différence entre les deux courbes. La différence semble survenir initialement, puis après ça, les deux courbes, on a l'impression qu'ils évoluent en parallèle. Donc, selon cette publication-là, il y aurait un effet de l'ischémie et du retard de reprise de fonction sur la survenue, sur l'évolution à long terme. Ça, c'est pour les États-Unis. Si on regarde du côté européen, où la pratique ressemble plus à la nôtre, bon, je vous disais tantôt, chez Eurotransplant, ils prennent des donneurs, 47 de leurs donneurs ont plus de 55 ans, donc ça ressemble à ce qu'on fait. Donc, une étude française de registre, où là, on n'a pas la méthodologie de la paire, mais on regarde l'ensemble des données. Donc, évidemment, ce n'est pas le volume des bases américaines, mais c'est quand même un nombre significatif de patients, une période de greffe comparable. Et on voit, eux, que le risque de perte de greffon augmente de façon linéaire avec chaque heure d'ischémie froide. Il n'y a pas en bon français de cut-off où on dit au-delà ou en deçà de cette heure-là, c'est sécuritaire ou c'est dangereux. Le plus court, c'est le mieux. Les Britanniques, qui, eux, sont l'organisation qui utilise le plus de reins en DDC. Eux, ils disent que pour les reins en décès neurologique, l'ischémie, ici, n'a pas l'air d'avoir d'influence sur la survie du greffon. Par contre, si vous avez un donneur en DDC, bien là, l'ischémie est encore plus significative. Donc, c'est comme si l'ischémie chaude initiale chez ces donneurs-là fait que l'ischémie chaude combinée avec une ischémie froide de plus en plus longue, ça augmente le risque de perte de greffon à long terme. Puis visuellement, bien, ça donne ce genre de courbe-là. Donc, on voit que l'ischémie de moins de 12 heures ou l'ischémie de plus de 24 heures, bien, ça fait une différence de survie qui a l'air effectivement d'être, la baisse a l'air d'apparaître initialement, puis après ça, ça se traduit à long terme par une différence de survie. On s'était déjà posé la question dans notre équipe, dans nos patients. Donc, on a regardé des greffes entre 90 et 2005 qui avaient été suivies jusqu'à 2011, uniquement des DDN parce que les DDC au Québec ont commencé en 2006. Donc, on était avant la période DDC. Bon, évidemment, c'est un nombre de greffes fait dans un seul centre. Donc, on n'a pas les chiffres américains ou européens. 19 de nos greffes avaient des retards de reprise de fonction. Et ce qu'on a démontré, c'est que si on regarde un donneur de moins de 40 ans, qu'il y ait eu un retard de reprise de fonction ou pas, bien, la survie à 10 ans, ce n'est pas différent.
Mais si on va dans les donneurs de plus de 60 ans, qui ne sont pas nombreux, là, mais vous voyez qu'il y a l'air d'avoir une différence si vous avez eu ou pas eu de retard de reprise de fonction. Donc, il y a un lien complexe entre l'ischémie, le retard de reprise de fonction et la survie du greffon. Il y a plusieurs éléments qui influencent. Les résultats peuvent sembler contradictoires, mais je pense qu'on peut concevoir que pour un rein parfait, il n'y a probablement pas de gros enjeux, mais pour un rein qui arrive avec des réserves limité parce qu'il est d'un donneur âgé qui était hypertendu, qui a décédé d'une condition cérébrovasculaire, qui est prélevé après des décès, ces reins-là ont probablement moins de réserves et vont probablement plus souffrir de l'ischémie. Alors, après ça, quand on choisit un rein, il faut se dire, le patient, on accepte ou on refuse la greffe, mais l'autre traitement qu'on lui offre, ce n'est pas non plus un traitement qui est parfait, là. Les patients qui sont sur la liste d'attente sont habituellement en dialyse. Donc, on leur offre ou pas un rein, mais il faut se souvenir que leur traitement alternatif, ce n'est pas la vie normale, c'est la dialyse. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu ce graphique-là qu'on voit souvent dans les présentations où on essaie de définir l'avantage d'un rein par rapport à la dialyse. Est-ce qu'on peut voir l'avantage d'un rein par rapport à un autre rein? C'est sûr que tout le monde voudrait un très beau rein par rapport à un rein moins beau. Mais un très beau rein par rapport à la dialyse ou un moins beau rein par rapport à la dialyse, c'est la question se pose. Alors ici, vous avez le risque pour un patient qui est sur la liste d'attente. Ce patient-là, son risque est 1. Le patient qui reçoit une greffe avec un rein qui a un retard de reprise de fonction, ça, c'est le risque de décès. Alors, on conçoit qu'au début, il y a un risque de décès qui augmente par rapport au patient qui est resté en dialyse. Là, le fait d'être greffé, à court terme, ça augmente le risque de décès parce qu'on est opéré, surtout s'il y a un risque de retard de reprise de fonction. Il y a les complications, il y a les examens, il y a toutes sortes d'affaires. Donc, on va être plus immunosupprimé peut-être ou avec des immunosuppresseurs différents, on va peut-être faire plus d'infections. Donc, initialement, il y a un risque. Après un certain nombre de jours, on revient au même risque que le patient qui est resté en dialyse, mais ça va prendre un certain temps avant que cet excès de risque-là soit compensé par la baisse de risque. Puis à long terme, le patient va toujours avoir un avantage. Donc, il y a une période initiale où le patient qui a été greffé, il est plus à risque que le patient qui a été dialysé, puis après un certain temps, il est clairement moins à risque. Puis on voit dans cette étude-là que les courbes sont différentes si vous greffez avec un rein qui a eu un retard de reprise de fonction que si vous greffez avec un rein qui n'a pas de retard de reprise de fonction. Donc, si on essaie de décortiquer ça, alors, alors, ce qu'il faut savoir aussi, il y a encore des statistiques américaines, c'est qu'il faut comprendre un peu le jargon américain. Les donneurs aux États-Unis sont définis par un index qui s'appelle le KDPI. Je ne vous expliquerai pas la teneur de ça, là, mais moins de 20 c'est les reins magnifiques, puis plus que 80 c'est des reins très limites. Très limites aux États-Unis, qui sont probablement moins limites que ceux qu'on accepte, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'eux, ils en refusent un nombre important. Donc, alors, on essaie de voir combien de temps ça va prendre pour que la survie du patient qui a accepté d'être greffé soit comparable à sa survie s'il était resté en dialyse. Donc, si vous acceptez un très beau rein qui part tout de suite, ça prend 65 jours. Puis après 65 jours, là, vous avez un avantage de survie par rapport à la dialyse. Puis cet avantage de survie-là, vous l'avez pour le reste de vos jours. Si votre rein ne part pas tout de suite, bien là, vous voyez qu'il y a un prix à payer, là. Ça va vous prendre plus de jours avant que votre avantage de survie devienne réel. Et puis, si vous avez un rein marginal, puis qui part tout de suite, ce rein-là, bien, ça prend quand même 1 an avant que votre excès de mortalité dépasse celui que si vous étiez resté en dialyse. Puis si par malheur, vous avez un retard de reprise de fonction, bien là, ça prend 2 ans et demi avant que vous ayez un avantage de survie. Donc, il y a des avantages de survie à la greffe, mais des fois, ça prend plus longtemps avant d'être capable d'avoir cet avantage de survie-là. C'est sûr que si vous greffez quelqu'un qui est très malade et que sa survie est courte, il ne bénéficiera peut-être jamais de la transplantation. Alors, donc, si on revient sur nos situations cliniques, donc,
On vous offre un rein de 69 ans pour une receveuse de 63 ans. Le prélèvement est prévu à 19 heures. Dans le meilleur des cas, ça va arriver dans le milieu de la nuit. On va faire la greffe au matin. Est-ce que ça pose un problème? Ça ne pose aucun problème. Hein, on va avoir une ischémie courte. C'est le prélèvement prévu à 19 heures. Le rein va être clampé à 21 heures, puis il va être déclampé moins de 12 heures plus tard à l'Hôtel-Dieu de Québec. C'est vraiment la situation idéale. La donneuse est arrivée avant à l'Hôtel-Dieu de Québec. On a pu s'assurer qu'elle n'avait pas de condition médicale qui était en suspens dans son bilan pré-greffe, qu'il ne s'est rien passé depuis qu'on l'a vu, puis qu'elle est prête pour être greffée. Deuxième situation, quand à minuit, on vous appelle pour vous offrir le rein du deuxième, en fait, le deuxième rein du même donneur pour un receveur que vous n'avez pas, là, ça vous pose un problème. D'abord, vous grognez parce que vous dites comment ça se fait qu'il m'appelle à cette heure-là, comment ça se fait que. Là, vous chiolez un peu, puis vous vous demandez pourquoi ils ne prennent pas le rein. Y a-t-il quelque chose que je ne sais pas, que je devrais savoir sur la qualité de ce rein-là? Ou alors, ils vont vous dire que leur receveur n'est pas en condition d'être greffé, ce qui ne devrait pas arriver parce que dans le scénario où on fait venir les patients avant le prélèvement, on ne devrait pas se trouver avec des patients qui ne sont pas en condition d'être greffés. Puis on devrait savoir ça avant le prélèvement pour être capable de réattribuer avant le prélèvement et non pas après le prélèvement. Donc ici, est-ce que ça pose un problème? Bien, là, il y a un petit défi organisationnel. Hein, il est minuit, il faut réveiller, faut trouver le dossier, il faut réveiller le patient, il faut le faire venir à l'hôpital. En fait, il faut obtenir son consentement à cette greffe-là. Il faut le faire venir à l'hôpital, il faut le préparer. Il va forcément avoir plus d'ischémie froide parce que vous ne serez pas capable d'organiser cette greffe-là. Là. Vous avez déjà votre première greffe qui est prévue au matin. À l'Hôtel-Dieu de Québec, dans le meilleur des mondes, ça va se passer après la deuxième greffe, ça ne se passera pas en même temps. Puis dans la vraie vie, ça va plutôt se passer à la fin du programme. Donc, il va forcément avoir 20-24 heures d'ischémie avec les conséquences à long terme. Pour accepter ça, il faut voir quel est l'avantage pour ce receveur-là. Est-ce que c'est un receveur qui vient d'être mis sur la liste et qui aurait un avantage à accepter ce rein-là parce qu'il n'attendra pas longtemps? Est-ce que c'est un receveur suffisamment malade pour se dire qu'il est bien mieux de sortir de la dialyse? Ou alors c'est un receveur qui est listé depuis 4 ans, qui a une maladie rénale polycystique, qui n'a pas beaucoup de comorbidité, puis on le sait à cause de son temps d'attente qu'on va y en offrir d'autres reins plus beaux. Tout ça, c'est dans la tête du néphrologue quand il accepte ou pas ce genre de rein-là. Puis le mercredi, quand on vous offre le rein de 57 ans pour la patiente qui a beaucoup d'anticorps, est-ce que ça vous pose un problème que ce soit un DDC prélevé à Saskatoon? En fait, ça pose des défis organisationnels, mais ça ne pose pas d'enjeu quant à l'acceptation. Je pense que les bénéfices sont très importants. Ces patients-là qui ont des hauts taux d'anticorps, il y en a qui ont 99,96 ou 99,98 d'anticorps. Ça veut dire qu'ils sont compatibles avec 2 donneurs sur 10 000 donneurs. Donc, ça veut dire que la probabilité qu'on leur trouve un donneur dans les prochaines années, si on ne prend pas celui-là, n'est pas importante. Pour ces patients-là, il faut dire oui à ce genre de greffe-là, puis on vivra avec les défis organisationnels, on vivra avec le retard de reprise de fonction. Parce que le patient qui reste en dialyse en attendant un plus beau rein, il va se détériorer pendant qu'il est en dialyse. Voilà, donc on va arriver à la fin de la présentation. J'avais 35 minutes, je vais en présenter 40 minutes. Donc, l'organisation de la greffe, c'est un défi. Alors, c'est un défi parce qu'on veut réduire le plus possible l'ischémie froide. En attendant d'avoir d'autres moyens pour prévenir les dommages d'ischémie-reperfusion. Il y a plusieurs facteurs qui influencent le retard de reprise de fonction. On a parlé beaucoup de la procédure et des donneurs, mais il y a aussi des caractéristiques du receveur qui sont importantes. Le retard de reprise de fonction a clairement des conséquences à court terme. Les conséquences à long terme, si on lit la littérature, sont controversées. Mais ma revue de la littérature que j'ai refaite pour cette présentation-là n'a pas beaucoup changé mon impression par rapport au fait que quand le rein n'est pas parfait au départ, l'ischémie, ce n'est pas une bonne affaire. Fait que pour ces reins-là, il faut aller vite. Et là, vous allez voir pour les gens qui côtoient différents néphrologues en transplantation ou différents chirurgiens en transplantation qu'on ne lit pas la littérature tous de la même façon. On a chacun notre façon de percevoir le risque et de prendre des décisions.
par rapport à l'acceptation ou non d'un rein. Alors, ben, écoutez, je vous remercie de votre attention, puis je suis prête pour répondre aux questions. Merci infiniment, Dr. Wood. C'était une très bonne présentation. J'invite maintenant ma collègue Catherine qui va s'occuper des questions. Merci. Alors, merci beaucoup, Annie. Merci, Dr. Hood. Il y a plein de questions. Je ne sais pas par laquelle commencer, mais je vous lance, puis j'ose croire que les réponses vont venir. Première question que nous avons d'une personne qui nous demande jusqu'à quel âge on peut être greffé? Alors, jusqu'à quel âge on peut être greffé, ça dépend. Il n'y a pas juste l'âge, là, mais si on a plus que 70 ans, il faut qu'on ait juste une maladie rénale. Si on a plus que 80 ans, il faut vraiment être en grande forme. Le patient le plus âgé que nous ayons greffé, il avait 83 ans, mais il avait une forme extraordinaire. C'est rare. Je vous dirais qu'en haut de 70 ans, il faut se poser la question parce que les résultats de la greffe, on a vu, là, dépendent aussi du receveur. Puis je pense que pour un âge aussi avancé que ça, le donneur pour les âges très avancés, probablement que le donneur vivant, c'est une bonne solution parce qu'on est capable de faire ça d'une façon contrôlée. On n'a pas tout l'enjeu d'organisation compliquée. Puis quand on est greffé à 75 ans puis qu'on a un séjour hospitalier qui dure 2 mois, là, c'est une catastrophe de réadaptation, là. Fait que, dans un monde idéal, pour les patients très âgés, je pense que la possibilité de greffe devrait être envisagée avec un donneur vivant. Merci beaucoup. Une autre question, ça fait un peu le pont avec nos conférences d'hier. Est-ce que vous pensez que les reins d'AMM sont comparables au DDC, comparables au DDN? Est-ce qu'on s'est penché là-dessus? Écoutez, je pense qu'on n'a pas fait de statistiques claires là-dessus, là, parce que les nombres sont encore un peu petits, mais dans ma tête à moi, c'est un rein de DDC dans les meilleures conditions. Parce qu'il va y avoir un peu d'ischémie chaude. L'ischémie chaude, elle n'est pas égale à 0, mais elle n'est pas très importante. Hein, parce que le temps d'administrer la médication, pour les gens qui n'ont jamais vu d'AMM, j'en ai jamais vu, mais quand on entend parler, ça ne se passe pas au bout de la seringue, là. Il y a un protocole à suivre, il y a une première injection, il y a une deuxième injection. Il y a forcément un temps d'ischémie chaude, mais ce temps d'ischémie chaude-là peut être un peu plus court que dans un autre DDC. Fait que je vous dirais que c'est un beau DDC. Effectivement. Une question qui nous vient, qui est très, très pertinente. Comment les professionnels de la santé qui sont impliqués dans le processus de don peuvent-ils contribuer à faire la différence dans le maintien des organes, mais en particulier pour le rein? Bien, en fait, le maintien des organes, c'est vraiment aux soins intensifs que ça se passe. C'est les équipes d'intensivistes qui font ça. Puis, je pense qu'il y a des équipes d'intensivistes dans les hôpitaux universitaires qui s'occupent des donneurs, sont bien au fait de l'importance du maintien du donneur. Je dirais que c'est vraiment leur force, le maintien du donneur. Là où des fois on a un petit peu d'enjeu avec les intensivistes, c'est l'évaluation de la qualité du donneur puis la qualité des organes. Ils réussissent très bien le maintien, mais des fois, quand on a des détails sur les antécédents pour avoir un meilleur portrait, c'est là où des fois on doit leur reparler. Mais pour le maintien des donneurs, là, je pense que c'est vraiment pas mal, c'est déjà pas mal l'expertise des intensivistes qui font ça. Je pense que nous, ce qu'on peut faire comme équipe de greffe, c'est d'essayer de faire tout en notre possible pour raccourcir les durées d'ischémie. Je pense que là, moi, je suis convaincue qu'on a un rôle à jouer puis que ça change quelque chose, surtout pour les organes marginaux. Mais ceci étant dit, après ça, on vit avec les contraintes de l'hôpital où on travaille. Effectivement. Mais ça me fait rebondir sur votre question. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent pour protéger les reins de l'ischémie? Bien, en fait, là, il y a des... là, pour l'instant, les reins sont conservés à 4 degrés. Donc, on fait de l'ischémie froide, soit de l'ischémie froide qu'on dit statique, parce que le rein est dans la boîte de glace, ou une ischémie froide qui est pulsatile, avec l'appareil de perfusion pulsatile, qui a démontré des avantages sur le retard de reprise de fonction, qui a des résultats plus controversés quant à l'évolution à long terme. Ce n'est pas si clair que ça, qu'il y a un gros avantage, puis qui est peut-être utilisé des fois à tort pour prolonger l'ischémie froide, en se disant, bien, il est perfusé, on va prolonger l'ischémie.
faut faire attention à ce biais-là. Alors là, il y a des recherches sur la perfusion normothermique. Quand on va dans les congrès, on voit des équipes britanniques qui travaillent sur la perfusion normothermique avec des solutions de perfusion qui protégeraient les organes et qui permettraient de garder à 37 degrés. Mais tout ça, puis il y a des interventions pharmacologiques aussi qui sont à l'essai, mais il n'y a rien de ça qui est proche d'arriver dans la clinique, là. Mais ça m'amène à vous parler d'une question qu'on a eue. On sait qu'on utilise parfois le LivePort. Est-ce que pouvez-vous juste faire une petite qu'est-ce qu'un LivePort pour ceux qui ne connaissent pas ça? Ça va m'amener à ma question après. En fait, c'est ce qu'on appelle l'appareil de perfusion pulsatile. OK. LivePort, c'est une compagnie, là, mais c'est un appareil qui perfuse le rein avec une solution de conservation qui n'a pas une grosse pression, mais qui permet que ça circule dans le rein et qui est à 4 degrés. Donc, au lieu que le rein soit dans la boîte de glace, il est dans cet appareil-là qui, lui, est dans une boîte de glace. Donc, l'appareil perfuse le rein pendant le transport. Ça, c'est l'appareil LivePort. Donc, ça permet de perfuser. Ça a été démontré efficace pour diminuer le retard de reprise de fonction dans certains types de donneurs, pas dans tous les donneurs, puis avec des résultats à long terme qui ne sont pas toujours les mêmes d'une étude à l'autre. Donc, est-ce qu'on a plus intérêt à utiliser le LivePort dans nos cas ici de greffe rénale? Écoutez, je n'ai pas revu spécifiquement, j'avais revu le sujet il y a longtemps, puis je pense qu'il y aurait des avantages pour certains donneurs, mais pas pour tous les donneurs. Merci. Je pense qu'on va y aller pour une dernière question. Est-ce que vous impliquez les patients qui sont en attente d'un rein dans votre processus, là, dans le fond, de prise de décision? Quand le rein est clairement un très bon rein, on offre le rein au patient. Quand clairement ça nous apparaît un mauvais rein pour le patient, on ne lui offre pas le rein. C'est quand on a une ambivalence. Quand on se dit, ouais, c'est un rein qui n'est pas parfait, mais qui pourrait faire pour le patient, c'est là qu'on va poser la question au patient. Souvent, le patient il va finir par nous dire « Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur? » C'est très rare dans mon expérience. Ça m'est arrivé une fois ou deux où des patients ont dit clairement, pour des reins que moi, je pensais qu'ils devaient être acceptés, qui m'ont dit non. Ils m'ont dit non, je le trouve trop vieux, je le trouve trop ci, je le trouve trop ça, je veux attendre. Ça m'est arrivé d'insister auprès de patients qui ne voulaient pas en leur disant non, là, vous n'avez pas le choix, là, ce rein-là, il est pour vous. Là. Puis même de faire intervenir le néphrologue du patient en disant non, l'appelle-là, il faut que tu le convainques, là, ce rein-là, là, malgré son âge, il est pour lui. Là. Puis des fois, il faut rappeler à des receveurs qui trouvent que le rein est trop marginal, qui sont eux-mêmes marginaux. Puis qu'ils ne peuvent pas attendre indéfiniment le beau rein. Ceci étant dit, la façon dont les critères d'attribution sont faits actuellement, ça fait que ça peut être tentant de refuser un rein qui pourrait être accepté quand on a déjà du temps d'attente, puis on se dit, ben je vais attendre le prochain plus beau parce que j'ai déjà 2, 3, 4 ans de temps d'attente, puis je vais finir par en avoir une offre. Avant ça, avant les critères actuels d'attribution, c'était un peu une loterie. Donc, quand on avait un rein, on l'offrait au patient, puis il le prenait. Fait que, dans un monde, on a une drôle de relation quand on est avec nos patients parce que on pense à l'offre qu'on fait aux patients, mais on pense aussi à l'ensemble des patients qu'on greffe. Et si on n'utilise pas les organes plus marginaux pour aucun de nos receveurs, bien, nos temps d'attente vont augmenter. Il faut qu'on soit capable d'utiliser. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans la situation des Américains où on met 45% des reins de plus de 55 ans à la poubelle. Là. Il faut trouver une façon de les utiliser. Eh bien, merci beaucoup. Ça va conclure notre période de questions. Parfait. Merci, Catherine. Voilà qui conclut notre carnet de conférences de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Au nom de Transplant Québec, nous tenons à remercier Dr. Hood d'avoir été présente avec nous. Nous vous remercions également d'avoir été présent et ce, en si grand nombre. Dans le courriel que vous recevrez d'ici 24 à 48 heures, vous retrouverez un sondage que nous vous demandons de compléter. Nous vous invitons à aller sur le site de Transplant Québec pour suivre nos actualités. Merci et bonne fin de journée.